Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'optimisation de la conversion et comment savoir prendre un peu de recul. Qui suis-je? Alors, déjà, le drapeau en haut à droite signifie que ma langue maternelle n'est pas le français, donc s'il vous plaît, soyez un peu indulgents avec moi là-dessus. Je suis donc professionnel du web, donc e-commerce surtout depuis 1998. lastminute.com, photobox.com. En 2011, donc, j'ai créé l'agence Zuka et on est spécialisé dans l'optimisation de taux de conversion e-commerce. On fait des audits, direction de projet, des formations de coaching et la UX, bien sûr. OK? Donc, CRO, c'est le hashtag que vous allez suivre sur Twitter. Malheureusement, il n'y a pas de traduction de hashtag en français. Conversion Rate Optimization. Un peu de contexte. Qu'est-ce que c'est un taux de conversion Internet versus le commerce classique? Ça dépend à qui on parle, mais on dit que voilà, dans un magasin physique, le taux de conversion, le taux de transformation va être de 30 à 40% à peu près. Ça dépend des magasins, ça dépend des marchés, etc., etc. Sur le web, on est entre 2 et 3%. Nous, on travaille pour des clients qui sont dans des niches telles que des produits de protéines, pour les bodybuilders. Donc là, taux de conversion beaucoup plus élevé, 8-9%. Amazon lui-même réclame 15%. Bon, state secret. Entre 2 et 3% de façon globale. Moins sur mobile, bien sûr. Okay? What is un taux de conversion? Simplement, c'est un indicateur qu'on mesure en pourcentage, qui est le nombre de conversions effectuées divisé par le nombre de visiteurs, mesuré sur une période fixe. Un jour, une semaine, un mois, à l'année. VoyagesSNCF.com, par exemple, en France, je sais qu'ils mesurent ça à la demi-heure. Amazon, pareil. Voilà. Qu'est-ce que c'est une conversion? Dans une logique e-commerce, on va mesurer les commandes, bien sûr, mais on peut aussi mesurer des leads dans une campagne de génération de leads, des clics sur la publicité, ça peut être aussi un taux de conversion. Voilà. Donc pour moi, chaque site doit avoir un taux de conversion. So, I want more conversions. God damn it! Combien de fois on a entendu ça? Lançons des tests AB. OK? La très bonne fausse bonne idée. Qu'est-ce que c'est? Juste pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas le test AB, c'est vachement à la mode depuis 2-3 ans. Okay? Ça permet de créer, une version, deux versions d'une page, A et B, et de tester. Et sur la version B, on va faire un changement. Le couleur du bouton, ou le texte, ou une photo, par exemple. Et on va tester pendant une période fixe la version B contre la version A. Et on va regarder plusieurs KPI, des indicateurs tels que le taux de conversion, le taux de rebond, le temps passé sur la page, etc. etc. Okay, ça, c'est le testing AB. Pour aller plus loin, il y a du multivariate testing. Là, on va faire du ABCD testing. Okay? Donc aujourd'hui, très souvent, on entend comment est-ce qu'on peut optimiser un taux de conversion? A/B testing. On peut tout tester avec A/B testing. On peut tester la couleur du bouton, on peut tester le placement de nos textes, les images, le choix de verbes, la couleur, taille de police, la photo, les vidéos, tout. Merde. Ça, on le voit trop souvent. On a testé pendant 4 mois. On a fait 0 plus 0,00045% de plus de conversion. Qu'est-ce que ça vaut à l'année? Ça vaut 2 ventes. Petit changement pour moi égale petit résultat. Okay? Une stratégie d'optimisation de taux de conversion qui est basée uniquement sur le A/B testing ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que souvent les gains ne sont pas pérennes. On va voir pendant quelques semaines un uplift, et puis par la suite, si on regarde sur le long terme, ça va stagner. Souvent, on peut actionner quelque chose qui n'est connecté à rien. Ça veut dire qu'on va optimiser une page qui va nulle part derrière. Troisième point très important, ce n'est pas l'outil qui est important, c'est les personnes, c'est les gens, c'est le management du projet.
Voilà. Et puis on va voir plus tard segmentation. On a fait plus 3% sur desktop et sur mobile. Ah, on n'a pas testé mobile. Et pourquoi pas? Ah. Et on a 60% de notre trafic sur mobile. Ah oui. Donc ça, c'est une citation que j'ai traduite de l'anglais de quelqu'un qui est très connu en Angleterre pour l'optimisation de taux de conversion. Prends 1000 choses et tente d'améliorer chacune de 0,1% plutôt que d'espérer pour des big wins. Et donc, améliorer une chose de 10%, qu'est-ce que j'en dis? J'ai dit bullshit. Pourquoi? Parce que il y a une pléthore de facteurs qui vont driver une conversion sur un site web. Là, j'en ai noté quelques-unes. Vitesse du site, simplicité, la UX, le design, les photos, l'activité promotionnelle, le besoin, le brand, la confiance que ça a inspiré le brand, les ratings, les recommandations, la saisonnalité, bien sûr. Mais, OK, qu'est-ce que je fais? Quel levier dois-je actionner? Alors moi, j'ai dit, et c'est un peu l'idée de ces présentations, il faut think big. Okay? À gauche, vous voyez un tourneur de conversion assez classique. Voilà, on doit d'abord attirer les gens sur le site, puis les intéresser, puis faire désirer, et puis hop, transaction. Les gros problèmes ne se cachent pas dans les détails. Et c'est ça le problématique avec une stratégie basée sur l'A/B testing, parce que l'A/B testing, très souvent, hein, je ne dis pas tout le temps, mais il va se concentrer sur les détails. Il faut pour moi penser long terme, et il faut arrêter de faire des tests qui n'ont pas d'impact. Et puis surtout, ce qu'on voit, et avec les petits clients, mais aussi avec des grands clients qu'on a en France, personne n'a le temps de tester. Personne n'a le temps. Donc, avec tout ce contexte-là, je vais vous donner 9 façons, 9 ways to think big. Donc, c'est du concret. Number 1. Il faut marier l'intention de l'user et l'objectif de la page. Donc, ça fait un petit clin d'œil à la presse qu'on vient de voir. S'il y a une déconnexion trop importante entre l'intention de l'user qui arrive sur la page ou le site et l'objectif de la page elle-même, voilà, ça va faire un taux de rebond élevé et un taux de conversion bas. Si on arrive à marier l'intention de l'user et l'objectif de la page, bah, c'est du succès. J'ai trouvé un exemple cette semaine qui m'a un peu choqué quand même. J'en ai essayé de trouver à Genève pour donner un vrai contexte. J'ai pas pu. Donc là, Hotel Spa Lyon. Les 2 premiers résultats, j'en ai un de Booking.com. Booking.com, taux de conversion probablement aux alentours de 10%, j'imagine. Bah, Booking.com, ils sont très très doués, bien sûr, avec leur page de landing. Rechercher des hôtels spa à Lyon. Bah, là, je marie très bien l'intention de user avec l'objectif de la page. Là, qu'est-ce que j'avais fait? Je donne mes dates, je cherche, je sais que derrière, je vais trouver des hôtels spa à Lyon. Et puis, deuxième résultat, qui pointe vers... donc, grosse marque quand même, Accor Hotel. Oh, j'arrive là-dessus. Oh, mais c'est là. J'ai des avions, j'ai le stade, c'est eu mes hôtels spa. Donc j'étais choqué par ça. Your page should focus on what really matters for your users. Je n'ai pas traduit parce que vous allez voir à travers la presse, j'ai fait exprès un peu de garder ce côté un peu british. Mais comment analyser cette intention? Quelques astuces. Au bureau, analytics. What else? Bien sûr. Sinon, des sondages en ligne, faciles à mettre en place pour récolter un feedback user, un feedback qualitatif. Je pense à Google. Sinon, aussi des plugins qui sont très utiles, type Usabilla. Donc, j'ai mis un petit screenshot à droite. Une petite ligne de JavaScript et en 3 secondes, on peut récolter un feedback qualitatif sur le site. Très intéressant. Mais sortons du bureau. Okay? Trouver des users dans la rue et les écouter. Ça ne coûte rien. Faire des tests utilisateurs. Très important. Soutenir l'approche quantitative avec une approche qualitative. Quels sont les blocages sur le site? Et sinon, mine d'or, si ça existe,
chez vous, allez passer du temps à écouter, à s'asseoir avec les gens qui travaillent dans l'équipe télémarketing, écouter les conversations avec les vrais clients. C'est quoi les problèmes? C'est quoi les blocages? Qu'est-ce qui ne va pas? Keep it simple. Keep it simple. Attention à la paralysie décisionnelle. Trop de choix, tue le choix. C'est une étude assez célèbre d'il y a 15 ans, je pense. Des gens, ils étaient montrés une trentaine de pots de confiture. Et seulement 3% des gens ont acheté. On montre 4, 5, 6 pots, 30%. Keep it simple. Réduire le bruit. Number 2. Attention quand même, trop de données. Let's solve this problem by using the big data none of us have the slightest idea what to do with. Okay? Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu à plusieurs reprises. Attention, trop de données. Pourquoi? Parce que les données ne disent pas tout. Ici, exemple concret, chez un de nos clients, malheureusement, il n'a pas de stock. Il n'a pas de stock. Il n'a pas de taille disponible sur son site. Une analyse quantitative, on n'aurait pas trouvé ça avec une analyse quantitative. Moi, je dis, appliquez the 5-minute rule. Too much data kills data. Ne tombez pas dans le piège de passer toutes vos journées à analyser les données. Si vous n'êtes pas capable de réagir derrière. Si vous allez analyser, il faut être capable de réagir derrière. Anecdote de ma carrière professionnelle, dans une grosse boîte e-commerce, équipe marketing de 30-40 personnes, dont 2 personnes chargées à récolter des données. Analytics. Qu'est-ce que tu fais? I'm analytics manager. Qu'est-ce que tu fais? I analyze. OK. Et ces gens-là, ils des données toute la journée, des rapports avec ça dans tous les sens, des PDF, des machins. Super. Et alors, on fait quoi? On fait quoi? Ah ouais, mais sur la page d'accueil, on a eu 1000% de clics là-dessus. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut changer ça. Ouais, mais tu sais bien que si on peut changer ça va prendre 3 ans. Parce que ça va être tout en bas à la liste des prios. Ah ouais, ok. Très important. Si vous allez analyser, vous devriez aussi être capable de réagir sur cette analyse derrière. Très important. Donc moi, j'ai dit 5 minutes. 5 minutes a day. Cherchez les 80-20, cherchez les trends, mettre en place des dashboards, automatiser. Ne passez pas toute vos vies dans Google Analytics. Si vous voulez avoir 3 KPI e-commerce que je vais suivre pour chaque site, le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est pour moi le KPI par excellence du e-commerce et de n'importe quel site e-commerce, parce que ça va. Un taux de rebond élevé égale un bad website experience. Un taux de rebond élevé égale je ne marie pas l'intention sur ma page, sur mon site. Donc le taux de rebond, il faut toujours regarder. C'est number one. Taux d'engagement. C'est quoi un taux d'engagement? C'est le pourcentage d'utilisateurs qui vont arriver à voir mes produits. Très facile à mettre en place un petit segment dans Google Analytics pour créer ce pourcentage-là. Et puis sinon, l'e-commerce, je regarde toujours le conversion entre le panier et le checkout. Pourquoi? Parce que c'est touchy. Okay? S'il y a un problème, on va le voir là tout de suite. Donc suivez ça tous les jours. Règle number 3, peut-être le plus important, votre site doit être ultra rapide. Ultra rapide. En 2017, rapide, c'est pas assez. Ça doit être ultra rapide. On peut trouver une pléthore d'études, d'articles sur le web. J'en ai trouvé un là. Voilà. 46% of users will not return to a poorly performing website. Si votre site n'est pas au niveau en termes de performance, la moitié ne revient pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se fixer des objectifs. Okay, quel objectif? Le KPI, pour moi, par excellence maintenant, qui devient un peu accepté depuis 2 ans, depuis que journaldunet.com, donc un magazine online français qui est très bien, suit un espèce de classement 3 fois à l'année, c'est le Speed Index.
Si vous tapez dans Google Speed Index comme ça, sans espace, normalement c'est les premiers résultats. C'est un ingénieur de Google qui a créé webpagetest.org. Je ne sais pas si vous connaissez webpagetest.org, un outil pour tester la vitesse de vos sites. Le Speed Index, c'est un indicateur qui va mesurer le temps de site, mais d'un côté user. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 2 ans, jusqu'avant le Speed Index, on a eu tendance à mesurer la vitesse d'une page web en termes techniques, en termes de requête HTTP, en termes de blablabla, en termes de réponse serveur, blablabla. Alors le Speed Index, ce qui est bien, c'est vraiment un KPI, User Experience. Ça va mesurer, en gros, ça va mesurer le temps d'inactivité sur une page. Le temps de montrer quelque chose à l'utilisateur. Donc je vous conseille, pour suivre la performance de votre site, se fixer des objectifs. Regarde les Speed Index. Qu'est-ce que c'est un bon Speed Index? Ça dépend à qui tu parles, mais je dirais 3000, 3500. C'est en millisecondes, mais bon, là, je ne vais pas tout t'expliquer aujourd'hui. Responsabiliser l'équipe IT. Mettre dans le planning. Donner des objectifs. OK, les mecs, vous avez 3 mois. Aujourd'hui, on est à 9000 Speed Index. D'ici 3 mois, je veux 3000. OK, les desktop. Il est rapide, mais votre site mobile doit être même plus rapide. Ça, c'est des chiffres de Google même. Je n'ai pas besoin d'expliquer. 40% of mobile shoppers will abandon an e-commerce site that doesn't load in 3 seconds. Tous les chiffres de performance, la mauvaise performance d'un site web est amplifiée sur mobile. Pourquoi? Parce que mobile, c'est on the go. Je ne veux pas attendre sur mobile. Je ne veux pas attendre. Je n'ai pas la capacité parce que je suis on the go. Desktop, je peux attendre. Je suis assis derrière un ordinateur. Mobile, c'est mobile. Desktop rapide, Speed Index, mobile doit être même plus rapide. No excuses, no excuses. Votre UI design, number 4, doit être best in class. Qu'est-ce que ça veut dire best in class? Ça veut dire que vous ne faut surtout pas faire des économies sur la qualité visuelle et les chartes graphiques de votre site. Il faut mettre le focus sur les premières impressions. Quelle est la première impression que ça fait votre site? Et être capable de les tester. Et puis je dis aussi, surtout pour l'e-commerce, voilà, c'est peut-être pas la même chose partout, mais surtout pour l'e-commerce, ne cherchez pas à réinventer l'interface, à refaire l'UX. Adoptez les standards. Tous les leaders le font. Voilà un bon exemple. Etsy, c'est quoi les standards? C'est logo en haut à gauche. À côté du logo, Search Engine, si applicable. À droite, c'est panier, mon compte, barre de navigation. Pas besoin d'aller chercher plus loin. J'ai vu conseil d'aller regarder ce site-là, lingscars.com. Lingscars, Lingscars.com. Classique. Si vous allez maintenant, attention à la musique. C'est un site anglais d'une chinoise britannique qui loue des voitures. No comment. Pareil, no comment. Site américain qui achète du AdWords. Et qui les envoie ici. Ils achètent. Ils payent pour ça. Number 4, votre UI design doit être best in class. Okay? Pas du Lingscars. Number 5, votre mobile UX, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, doit être ultra simple. Rapide, ok, mais aussi ultra simple. Donc à gauche, voilà ce qu'on pourrait mettre en tant que générateur de lead ou formulaire. No, too much information. Mobile, on the go, j'ai pas le temps. Tac, 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 paf, c'est bon, c'est fait. Mobile UX, réduire tout. Ultra simple.
Et donc là, ça s'arrête là. Mobile UX, click sur cause. Donc ça fait un petit clin d'œil à la présentation de Émeric de JV Web. Voilà, je n'ai pas besoin de vous expliquer que maintenant, le ad spend sur mobile a doublé le ad spend sur desktop. Donc moi, je dis, voilà, testons l'idée de mettre en place un call to button. Pourquoi? Parce que on the go, tchac, paf. Et quelqu'un qui va appeler votre business, il va entrer dans l'entonnoir de conversion plus bas. Il est plus proche de la vente. Et en plus, il va parler à quelqu'un, à un humain. Donc on dit que pour un business, un appel sur smartphone vaut 3 fois plus qu'un clic sur un site web. Testez-le, testez-le. Je laisse 3 secondes. Number 6, the most important, just fucking do it. Si le problème est évident, pas besoin de tester, hein? Pas besoin de tester. Perdez pas de temps, faut y aller. Prioriser les no-brainers, ce que je parle des no-brainers, c'est ça. On n'a pas besoin d'un brain, d'un cerveau pour y aller, quoi. On y va, quoi. C'est cassé, c'est cassé. Oui, mais pourquoi? Ah, peut-être il faut tester en AB parce qu'on... No, just go for it, just fucking do it. OK? Pourquoi? Parce que le web, le mobile, l'e-commerce, ouais, ça fait 20 ans que je suis dedans, ça arrive à une maturité, vous êtes d'accord avec moi? C'est un problème aussi majeur que ça, et ça c'est un exemple concret d'un client, hein? On a audité récemment, mobile, je navigue, fiche produit, je clique, je choisis ma taille, j'ajoute au panier, ok, je ferme. Where's the panier? Where's the panier? Where's the fucking panier? Hein? Cherchez pas à réinventer le UX, yeah? Adopter les standards. C'est quoi un standard sur mobile? C'est une petite icône en haut à droite de mon panier. Si possible avec un petit cercle avec le nombre de produits que j'ai ajoutés dedans, mais ça, on s'en fout de ça, si on n'en a pas. Hein. Il faut au moins mettre une icône. Voilà. Ambulance. Don't fuck about. Pas besoin de tester ça. Hein. Non, mais il y a des gens qui rigolent, mais c'est vrai. Voilà. Résultat, plus 20% de conversion sur mobile. C'est pas étonnant. Hein. Just fucking do it. Un exemple de roadmap, vous connaissez tous ce type de planning avec des post-it. Voilà, on met le coût de dev sur l'axis, les x-axis, y-axis, x-axis, y-axis, et les user value en x-axis. Donc ça veut dire qu'en haut à droite, en haut à gauche, pardon, on voit des choses compliquées qui vont prendre du temps. C'est surtout des choses voilà, liées à la sécurité, le juridique, les fausses bonnes idées. Voilà, ça va prendre du temps, très peu de valeur utilisateur. Alors qu'en bas à droite, on voit des trucs qui ne coûtent rien et qui tout de suite qui vont lui donner un retour sur investissement. Just fucking do it, ici. Number 7, vous n'aurez jamais de l'insight sans un bon tracking. Ça, c'est très important. 5-minute rule. Ne passez pas toutes vos journées dans Google Analytics, mais par contre, quand vous allez passer du temps dans Google Analytics, il faut que ça soit tagué, configuré correctement pour votre business. La qualité de vos données, Google Analytics ou autre, ou voilà, Omniture, si vous êtes sur Omniture, dépend de la qualité du tagage. Parce que out of the box, vous le savez comme moi, out of the box, les gens qui connaissent Google Analytics, c'est pas configuré correctement. N'essayez surtout pas de contourner cette étape de tagage qui ne prendrait pas nécessairement des semaines et des semaines. Demandez-les d'un pro. Et customiser, approprier, configurer Google Analytics ou les autres packages pour votre business. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer des objectifs pertinents, des événements pertinents qui sont en phase avec votre business, votre marché, vos investissements.
Exemple très simple, objectif en place qui va mesurer tout simplement le pourcentage de gens, de visiteurs sur le site qui vont voir le basket. Donc on va dire que si on voit le basket, j'ai un produit dans le basket, donc ça veut dire que je suis intéressé quand même par un produit. Voilà. Tout simplement, je vais croiser cet objectif-là sur un rapport d'acquisition. Quel canal d'acquisition drive le plus d'engagement avec la gamme de produits? Là, c'est sûrement le email. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau investissement? Voilà, se poser des bonnes questions. Est-ce qu'il ne faut pas investir plus dans l'email? Bon, c'est un exemple très simple, mais vous avez l'idée. Segmenter, 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 segmenter. Les segments, c'est nos amis. Pour vraiment connaître vos utilisateurs, leur comportement sur le site, qu'est-ce qu'ils font? Les segments sont incontournables. Puis, un petit clin d'œil, A/B testing. Encore, qu'est-ce que ça donne les tests A/B? On a fait 4 mois de testing, on a fait plus un dixième d'1% sur desktop. Et mobile, alors donc tout de suite, mobile segments, ok? Bien sûr, ne faites jamais une analyse globale de vos stats e-commerce dans Google Analytics. Il faut surtout tout de suite segmenter mobile, desktop, bien sûr. Très important, vous allez voir des différences énormes. Après, pour aller plus loin, voilà, quelques idées. Hein. Après, on peut vraiment aller très loin avec les segments. Mais les segments, c'est voilà, l'idée avec les segments, on va aller très proche, on va essayer de vraiment s'approcher très près de nos users avec les segments. Vraiment aller très près. Ici, un exemple classique. J'imagine que ça vous parle. J'ai un site e-commerce. Et pour mon SEO, j'ai un cocon sémantique. Et il est dans /blog. Et il génère plein de trafic. J'ai beaucoup de trafic sur mon cocon sémantique, mais 0 vente. Okay, donc mon cocon sémantique, il fait son job de générer du trafic SEO, mais il ne convertit pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Dans Google Analytics, je vais créer un segment qui va enlever ce bruit-là, justement. Je vais dire, dans mes rapports, ne mettez pas le blog et ne mettez pas les gens qui restent sur le site une seule session, une page. Hop, vous allez voir, ce segment-là, ça va donner des résultats radicalement différents que vous n'auriez pas si vous n'avez pas segmenté là-dessus. Quel est le comportement du trafic SEO sur la marque? Assez classique. C'est quoi? Est-ce qu'on a du brand lovers? C'est quoi les ambassadeurs? Qu'est-ce qu'ils font? Segmenter là-dessus. Approprier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire customiser les segments. Utilisez vos propres indicateurs, vos propres, comment dire, user journey, parcours d'utilisateur sur le site pour créer des custom segments. En bas, un exemple concret d'un client à nous qui dans la pièce auto et qui a beaucoup de professionnels qui se connectent sur le site. Mais on n'analysait pas. Qu'est-ce qu'ils font les pros? Moi, je ne sais pas. Mettez-moi un custom event sur le log. Une fois qu'ils loguent les pros, vous déclenchez un custom event que je peux lire par la suite. Donc comme ça, j'ai un segment professionals. Et tout de suite, donc je peux segmenter, profiler mes utilisateurs professionnels. OK? Les garagistes, en fait, voilà, sur le site pièce auto. Et souvent, la chose la plus importante, il faut créer la Conversion Rate Optimization Dream Team parce que it's all about people. It's all about people. On peut faire du A/B testing, on peut faire du Google Analytics, on peut faire des segmentations, on peut avoir le best design in the world. Mais sans les vrais talents derrière, les gens, ça ne marchera pas. Donc voilà, le Conversion Rate Optimization, pour moi, doit être vu comme partie intégrale et stratégique de votre culture digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une équipe responsabilisée, avec l'investissement nécessaire, une équipe formée, bien sûr, et surtout une équipe qui va partager les résultats avec tout le business. On appelle ça en anglais du stakeholder buy-in. Montrer aux autres que ça marche, que ça va dans la bonne direction. Voilà. Moi, j'ai fait ça depuis, donc, on va dire 15-20 ans maintenant, et c'est vrai que ça revient à chaque fois. La chose la plus importante, c'est l'organisation, le management de projet,
les gens. Okay? On peut faire du A/B testing, on peut avoir le meilleur design, on peut faire mes super wireframes, mon UX, on peut faire ci, on peut passer toute la journée en Google. Non, si on n'a pas les bonnes personnes en place, formées, avec du talent, organisées surtout, ça ne marchera pas. Donc, j'arrive presque à la fin. Il va rester 5 minutes de questions. 3 takeaways. Si vous devriez partir de cette pièce en ne gardant que trois idées de ma présentation, performance. Number one, performance. Le site doit être rapide. Incontournable. Number 2, just fucking do it. Keep it simple, go for it. Si c'est évident, pas attendre. Et puis segmenter. Très important, segmenter pour bien connaître vos utilisateurs. Et donc j'arrive à la fin, il me reste 3-4 minutes de questions.